Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 19 juillet 2021 et dans cette vidéo on va parler Linux mais absolument pas technique, pas quelque chose de super intéressant puisqu'on va parler d'une distribution Linux qui comporte plein d'erreurs techniques, à savoir la PsychOS. Mais je vous connais, hein, vous aimez quand je fais des vidéos, vous me regardez, quel que soit le sujet parfois, et donc là, on va discuter autour d'une distribution Linux qui comporte des erreurs techniques et des choses qu'il ne faudrait pas vraiment faire. Alors, je vous entends peut-être déjà me dire, à travers votre écran, mais pourquoi tu nous présentes une distribution Linux, encore une de plus, qu'on va retrouver sur DistroWatch, qui ne sert pas à bien grand-chose? Eh bien, une distribution Linux, c'est quoi par définition? C'est un assemblage de composants, noyau Linux, système d'initialisation, gestionnaire de paquets, et puis on va rajouter peut-être une interface graphique, un serveur de son, un environnement de bureau, des outils bureautiques, ou on ajoutera des outils serveurs dedans. Il existe plein de distributions Linux, qu'elles soient générales ou spécifiques, par exemple Debian. C'est plutôt général, on peut utiliser en bureautique, en serveur, on peut installer un serveur web, base de données, on va pouvoir l'utiliser pour faire de la musique assistée par ordinateur, du traitement vidéo. Debian est assez universel. Après, on a des distributions beaucoup plus spécifiques comme Ubuntu Studio qui vont se concentrer sur la production audio. On va avoir IPFire, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, une distribution qui va être vraiment orientée routeur, pare-feu, service réseau. Donc une distribution, ce n'est qu'un assemblage de composants et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir de super compétences en informatique. Et donc une personne qui va développer PsychOS par exemple ne sera pas forcément compétente dans le développement de logiciels pour créer une alternative à un grand logiciel qu'on va retrouver sur Windows pour étendre la Logitech sous Linux. Elle ne va pas forcément être compétente pour développer un patch pour le noyau Linux pour ajouter le support d'un nouveau matériel par exemple. Donc finalement, quand on a les grandes distributions Debian, Ubuntu, Fedora, Gentoo, Arch Linux, on a un socle de base fiable. Après, ces petites distributions qui vont arriver pour le fun parfois des créateurs ne vont pas forcément, faire de l'ombre au monde du libre. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire ici. Après, je vous montre, si vous voulez faire une distribution Linux, ce qu'il ne faut pas faire. On va rapidement faire le tour de PsychOS. Déjà, rien que sur le site, ça fait un peu néon coloré, lumineux. Bon, ça envoie un peu quelque chose, un signal de pas très sérieux. Enfin, vous voyez, par rapport à un site plutôt traditionnel tel que Debian, Fedora, Ubuntu, qui sont traditionnels, qui peuvent être jolis, hein, mais là, ça fait un petit peu, vous savez, personne qui va faire du tuning de sa voiture. Quand les gendarmes sont sur le bord de l'autoroute, vont voir une Clio passer et une voiture avec des bas de caisse, des machins, ils vont plutôt arrêter la voiture qui est un peu tunée pour voir si elle est aux normes. Et bien là, c'est à peu près pareil. Elle fait un peu d'attention, cette distribution, mais finalement, derrière, c'est du bricolage, on va le voir. Elle est basée sur quoi? Sur Debian. Donc, c'est une base Debian 9 sans système D. Le choix du système d'initialisation, c'est pas ça qui va attirer mon attention. Ce qui va attirer mon attention, c'est ceci. Donc on a un noyau Linux 4.9. C'est pas la version qui attire mon attention, puisque cette version est toujours supportée. On est sur une Debian 9 qui intègre des correctifs de sécurité dans son noyau. C'est pas très grave. C'est la suite. Ça veut dire que ici, si on va dans la section téléchargement, d'ailleurs, on voit qu'on n'a que du 32 bits ici. On a une version 32 bits i686, donc pour les processeurs 38, et on a ici du 32 bits i486 pour les générations encore plus anciennes de processeurs. Donc ici est visée une machine assez ancienne. Cependant, nous avons quoi d'activé dans ce noyau? Nous avons RT, donc le Real Time, qui va plutôt être utile dans le cas de production audio, de la musique assistée par ordinateur. Donc, je ne suis pas sûr qu'une vieille machine ait ce but-là. On a le module PAE qui est actif aussi, qui va permettre
en 32 bits de pouvoir utiliser plus de 4 Go de RAM. Alors, est-ce que sur une vieille machine, on va avoir plus de 4 Go? Pas forcément. Hein, je crois que ça va jusqu'à 64 Go de RAM possible hein, en 32 bits. Bon, voilà. Ça, c'est des choix déjà qui sont étranges sur cette partie-là. Ensuite, l'environnement de bureau XFCE, bon, c'est pas mon environnement de bureau favori, cependant, je suis d'accord sur le fait qu'il est très personnalisable, bourré d'options, on peut faire pas mal de choses à faire, assez modulable, donc finalement, le choix de l'environnement de bureau ne retient pas trop mon attention. Par contre, package management, on a APT, c'est normal, on est sur une base Debian, mais on va avoir d'autres choses un peu plus exotiques, RPM, Yum. Bon, j'aime, pourquoi on a j'aime quoi? Enfin, la réponse va se situer ici, dans le petit libellé qui est en dessous. Ça veut dire que cette image, qui est faite pour des anciens ordinateurs, elle est lourde, 3,8 Go. Sur ces 3,8 Go, on va avoir plus de 3000 paquets. Quel est l'intérêt de mettre 3000 paquets? Si vous avez besoin d'un logiciel, vous pouvez prendre une distribution Linux avec une base assez simple et vous allez installer les logiciels qui vous intéressent. Pas forcément utile de tout mettre là-dedans. On a des modules Python, donc plus de 90, ça veut dire que derrière, ils pensent aussi à se dire, bah tiens, peut-être que je vais mettre des outils de développement de Python, allez hop, je mets plein de trucs dedans. On a 390 formats de fichiers supportés, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir un outil bureautique LibreOffice qui va ouvrir de l'ODT pour les tableaux, pour le texte, de l'ODS pour les tableaux. On va avoir des outils classiques tels que VLC pour ouvrir tout un tas de formats de fichiers, mais on va avoir des outils un peu plus, j'allais dire, spécifiques dans leur usage. On va avoir des outils qui vont pouvoir ouvrir des dessins 3D. Est-ce que tout le monde va ouvrir des dessins 3D sur sa distribution? Pas forcément, enfin en tout cas pas moi, bien que j'ai toute une panoplie de logiciels qui sont installés. Donc là, on commence à arriver dans une distribution qui propose énormément de choses, qui est généraliste, mais qui va installer quasiment tout ce qu'elle peut des dépôts. C'est un peu contre-productif. Et puis, l'installation du système va être un peu plus longue, quoi. Bon, il y a de la personnalisation de la console, si on veut, ça c'est anecdotique. Et puis, des actions possibles dans le gestionnaire de fichiers Tunar. Bon, pourquoi pas. Alors, ce qu'on va faire, on va explorer ensemble rapidement cette distribution. On va lancer notre ami VMware et je vous avoue que j'ai regardé quand même un petit peu à quoi ressemblait la distribution avant, histoire de vous présenter tout ça. On va faire une install rapide. Vous allez voir que le processus d'installation est assez différent de ce qu'on va retrouver habituellement. Ça veut dire que là, on a presque une Debian qui démarre au final, hein, si on reprend la base. Mais derrière, ce n'est pas un outil d'installation traditionnel de Debian qu'on va retrouver, ni celui d'Ubuntu, ni celui de Manjaro, là, Calamares. Ça va être vraiment un outil un peu maison bricolé, un espèce de script, display. Et finalement, ce genre de choses, ben forcément, vu que c'est moins utilisé par des distributions grand public, eh ben, ça peut être sujet à plus de bugs. En tout cas, les bugs ne peuvent pas forcément être vus par un grand nombre de personnes, ce qui commence à poser problème déjà. Bon, donc là, vous voyez, outil d'installation qui se lance en ligne de commande. Il faut aller bien sûr suivre la doc, hein, qui va nous dire que le mot de passe par défaut, c'est Linux. Donc on va taper Linux. Et donc regardez rapidement, l'outil d'installation s'appelle Refracta. Bon, donc évidemment, en 32 bits, on n'a pas de support de l'UEFI, donc mode BIOS, on continue. On a des options assez minimalistes pour installer le truc. Bon, je vous laisse lire, hein, vous mettrez en pause la vidéo. Et puis là, on arrive au moment du partitionnement, et donc il n'y a pas d'outil d'auto-partitionnement. Ça veut dire que suivant les cases qu'on a cochées avant, il faut qu'on aille créer nous-mêmes nos partitions à la main sur le disque. Donc, je crée une table de partition. Je crée qu'une seule partition, puisque dans les choix qui étaient listés juste avant, je n'ai pas sélectionné une partition swap séparée. Il va faire un fichier swap. Je n'ai pas de home ni de boot séparé. Donc là, vous voyez, on est un peu dans quelque chose de rudimentaire ici.
ou est-ce que vous voulez installer Grub sur le MBR, sur la partition, pas de Grub. Bon, il y a du paramétrage possible ici. Bon. L'installation du système, petite fenêtre, on coche Dev SDA 1, hop, système de fichiers, on n'a pas l'embarras du choix, bon à la limite c'est pas très grave, et donc on procède à l'installation, et l'installation va nous ouvrir quand même quelques fenêtres ici graphiques, c'est les fenêtres graphiques de DebConf, donc on va pouvoir quand même, hop, ici mettre le fuseau horaire, paramétrer un certain nombre d'éléments, ce qu'on pourrait retrouver directement au sein d'un installateur graphique, là ça nous est proposé directement via ces petits écrans. Donc là, je vais juste décocher ENUS et juste mettre la locale français. Donc vous voyez, je mets bien la locale français. Ça va mémoriser. Je la mets par défaut. Ok, on va voir les erreurs techniques derrière. Mais à la limite, c'est pas très pratique ça. Parce que ici, je mets mon clavier en français. Donc j'ai ces assistants qui me demandent de mettre quelque chose. Donc je fais assez vite. Là, le système de fichiers, il me dit, je ne peux pas formater, il y a déjà quelque chose dessus. Bah oui, je viens de créer avec gparted format. Bon, donc il faut refaire ici. Et l'installation, elle se fait comment? Eh bien, pas avec une image qui se décompacte, mais un simple AirSync de l'image. Voilà, donc c'est une copie des fichiers de l'image de manière assez classique. Et vous voyez ici, on a Home PsychOS, donc il y a déjà le dossier utilisateur qui est réimporté, vous voyez, avec tout un tas de bazar, on a vu du bazar. Donc je vous accélère la vidéo, parce que c'est un petit peu long à installer tout ça, et je vous reprends après l'installation pour faire le point un petit peu de ce qui ne va pas dedans, et de pourquoi je vous conseille quand même de rester sur des bases super connues des distributions Linux pour les utiliser en production. Voilà, donc une fois que l'installation est terminée, il nous demande d'installer le gestionnaire d'amorçage, le bootloader. Donc là, on voit ici que l'installation, sans avoir encore redémarré, prend 9,7 Go. Alors c'était assez rapide parce que je me suis mis sur un SSD. Donc là, nom d'hôte, on va laisser par défaut. Je vais même laisser le nom d'utilisateur PsychOS comme ça parce que il y avait Home PsychOS qui était déjà fait. Je ne sais pas ce qui va se passer si je mets un autre nom d'utilisateur. Donc là, je vais laisser tout par défaut. Je mets le mot de passe de Monsieur Root. Là, je vais mettre le mot de passe de l'utilisateur. Mais regardez, AZERTY, ça m'a écrit QWERTY. Donc, bien que j'ai mis langue français, le système est resté en anglais. Donc, attention, voilà, petite erreur là. OK. Donc, il faut bien mettre le mot de passe avec la bonne disposition du clavier. Donc là, ce qu'on va faire, on va redémarrer et on va arriver sur le système et on va faire juste une petite exploration du système de manière assez rapide. Et on va voir déjà que, donc là je démarre, il n'y a pas de truc joli au démarrage, c'est pas très grave. On voit un truc quand on télécharge l'image d'installation, c'est que ça date de 2019. Donc ça fait 1 an et demi que l'image d'installation est sortie. Remarquez, c'est pas très grave dans le sens où on est sur une base Debian, c'est pas une distribution dite rolling release. Donc si on met pas à jour pendant un certain temps, on ne doit pas avoir de conflit, d'autant plus qu'il n'y a pas une nouvelle version, enfin il n'y a pas un système de mise à niveau. On va rester sur la même version, la même branche du système, donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes. D'ailleurs, petit aparté, ici, mot de passe root de la version 486, ouf, pas très sérieux non plus. Donc je reviens là, hop, donc PsychOS, ok, donc là je mets mon mot de passe, cette fois-ci je suis en français, F1 pour choisir la session, AXWM, Kodi, XFCE, c'est jamais écrit dans le même ordre. Donc là, je vais mettre XFCE. On va rester sur quelque chose de simple. Donc là, on arrive avec le fond d'écran, etc. Donc, on avait vu dans le descriptif qu'il y avait plein de choses ajoutées. Vous voyez le clic droit, là, il y a pas mal de choses. On va, avant d'explorer tout ça, mettre à jour le système. Donc si je fais un petit update, là, vous voyez, on a des outils. Psychos Update. Parfait. On a un outil pour mettre à jour le système. Utilisons-le. Donc, il me demande le mot de passe
de l'utilisateur. OK. Et donc, cet outil est assez bien fichu puisqu'on a 1. Mettre à jour les outils, donc on va commencer par ça. 2. Mettre à jour les logiciels installés via apt. Et 3. On peut installer les mises à jour des modules Python. Donc, petit 1, voulez-vous mettre à jour les outils? Yes. C'est à jour. Super, ça marche bien. Ensuite, on va installer les mises à jour. Petit 2, du système, récupération, des mises à jour. Et là, je le sais d'avance, boum, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut lire? On a des dépôts qui ont des soucis, qui ne sont pas signés. Sisofi.com, je ne sais pas trop ce que c'est. Dans la liste des dépôts, qu'est-ce qu'on voit? On voit Mendeley.com probablement pour un logiciel, drdteam.org pour un logiciel, on a un PPA issu d'Ubuntu pour le logiciel probablement LibreTro, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, après on a du Devuan et du Debian RAS. Et donc dans l'erreur ici qui nous est mentionnée, on a ceci: les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites. eLoginD est en conflit avec systemd, mais 232-25 deb u12 devra être installé. Et juste en dessous, on a eudev cas systemd, mais le problème n'est absolument pas eLoginD, systemd ou autre, puisque si on ouvre un terminal classique et qu'on fait la commande qui va bien de Debian avec le apt update pour rafraîchir les dépôts, certes on a une clé là qui n'est pas vérifiée, mais si je fais un apt full upgrade, je pourrais retirer le dépôt problématique, hein. Vous voyez que la mise à jour se fait sans aucun souci. Je n'ai pas de conflit et ça va récupérer des choses de chez Devuan ou de chez Debian. Donc là, on a des dépôts fonctionnel, un système fonctionnel, c'est juste l'outil de mise à jour qui rencontre un petit problème. Alors comment c'est géré, je ne sais pas trop. Et d'ailleurs, il y a un truc bizarre, regardez là. On a du Devuan quelque chose et j'ai vu un paquet deb10u4 BPO, donc on a des backports. Bon. Je suis pas contre les backports, surtout sur une Debian, si on veut avoir un logiciel un petit peu plus récent. On peut avoir des backports, c'est pas très intéressant, en tout cas d'un point de vue problématique de conception. On peut avoir du backport, ça ne me pose pas de problème. Je vais vous laisser les mises à jour se dérouler. On va redémarrer le système et on va voir que malgré les mises à jour, tout n'est pas à jour. Et voilà, donc là, la mise à jour est terminée. Alors, ce qu'on va faire, on va redémarrer le système. Je vous rassure, c'est pas catastrophique, hein. Le système va quand même redémarrer. C'est pas mal. Mais là, on va faire un petit point sur les trucs qui, au final, c'est pas terrible dans une distribution Linux. Vous allez voir que il y a des choses, c'est vraiment pas top. Donc, Psychos, je remets mon mot de passe qui va bien sûr, la session XFCE a été mémorisée, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, là, vous voyez, il y a des espèces d'extensions qui arrivent, hop, qui repartent. Ça fait des petites choses un peu lourdingues. Alors après, je vous dis lourdingue, mais le système en lui-même, hein, si on fait un petit htop, regardez, ça prend jusqu'à 700-800 mégas de RAM, le temps que tout se lance en arrière-plan, puis après, une fois que c'est fini, hop, ça revient à 250 mégas. Donc on est quand même dans quelque chose de léger, mais quand le système se charge, vous avez vu, il y a des montées en mémoire, évidemment, qui se font. Il y a plein d'outils que j'utilise, moi. Edmon, là, il y est. C'est bien, il fait partie des 3000 paquets qui sont installés. Iftop, il n'est pas installé. C'est peut-être un des paquets qui n'est peut-être pas installé, mais bon. On a beaucoup de paquets qui sont installés. Edmon, vous ne le trouvez pas souvent dans les distributions Linux quand même. Iftop, il demande peut-être d'être root. Bon. Après, on a mis à jour la distribution. Cependant, si on va par exemple dans Internet. Ça, c'est très intéressant. On va dans Internet, vous voyez, donc il y a plein de logiciels qui sont installés. On a Mute qui est un courrieleur en ligne de commande et on a Thunderbird qui est en graphique. On va avoir un navigateur web léger, Dilo, et on va avoir quelque chose d'un peu plus conséquent, je mets des guillemets, PaleMoon. PaleMoon, vous vous souvenez? Non, vous vous souvenez pas? C'est un fork de
Firefox, juste avant, enfin, qui date d'il y a un moment, mais qui conserve toujours les extensions au format XPI. Et donc, si c'est difficile à trouver, pas de panique. Le gars de la distribution nous a mis ici un petit dossier Look Here. Et dedans, vous avez Pale Moon Add-ons. Et donc, vous avez à votre disposition plein d'extensions si vous voulez les installer. Wouh, génial. Bon, c'est un peu désuet aujourd'hui, d'autant plus qu'on est sur une version 28.8 qui est très ancienne, mais qui est probablement basée sur Firefox 28.8. Aujourd'hui, on est quand même à Firefox 89-90 par là. Donc il y a du retard. Mais bon, si on va sur linuxtricks.fr, le site s'affiche pas trop mal. On est quand même à peu près bien supporté d'un point de vue HTML5 et CSS3. Mais bon, on a un navigateur web qui est un peu obsolète. Si je retourne dans Internet et que je vais dans Thunderbird, regardez, je lance Thunderbird. En attendant, je vais aller sur pkgs.org, le site que j'adore, et regardez, si je tape ici Thunderbird, on va retrouver sur Debian 9, la base de cette distribution, on va retrouver un Thunderbird 68.10. pour du 64 bits. Bon, on est en 32 bits, mais ici, quelle version de Thunderbird avons-nous? Déjà, elle n'est pas traduite en français, et on a une version 52.9. Ouh là là, on a une version 52.9. Pourquoi ça? Ah, peut-être qu'il n'y a pas de version 32 bits de Thunderbird. Après, si, regardez le truc. On va aller dans Synaptic, parce que Synaptic est installé. Et quand on ouvre Synaptic et qu'on fait une petite recherche Thunderbird, ici, regardez ce qu'on a. Et ça va être très intéressant. Ici, on a Thunderbird, donc dans cette version 52.9, qui provient du dépôt MX17. Donc, on a, je ne sais pas comment on fait pour voir les dépôts, ok, ici. Donc, on a les dépôts de Debian 9. Voilà. Donc ici, Debian Stretch, Debian 9, Non-Free Contrib Main, donc tout ce qui va bien, très bien. On a Devuan, ASCII, très bien, ok. Mais ici, vous voyez, on a plein d'autres dépôts, on les a vus pendant la mise à jour. Donc on a ici devuan.org, c'est pas très intéressant. Voilà, on a ceci, ce dépôt un peu additionnel, on ne sait pas trop ce que c'est. On a Scizofly, donc celui-là on a dit qu'il ne marchait pas, on va pouvoir l'enlever au passage. Et regardez, on a un dépôt Antix, on a un dépôt MX. Je vous passe les PPA. Et donc ces dépôts-là, ils sont là, mais ils ne sont pas activés. Et donc, ici, le Thunderbird, il est issu d'un dépôt MX, mais qui n'est pas activé. Donc, le logiciel ne se mettra jamais à jour, bien que nous ayons une nouvelle version dans les dépôts officiels de Debian. Donc, pour corriger le problème, vous avez vu, la mise à jour ne fonctionne pas, là. Je ne peux pas upgrade, Donc, la seule solution, ça va être de supprimer Thunderbird, d'appliquer. Donc là, je supprime bien la version 52. Et je réinstalle Thunderbird. Et vu que cette fois-ci, le paquet en provenance du dépôt de MX est disparu, enfin n'est plus sur le système, eh bien, mon Thunderbird ici, là, vous avez vu, je suis en 78.11 Deb 9U1. Bon, certes, c'est du Debian 9, mais il est à jour. Et donc après, on va installer évidemment la langue en plus. L'outil n'a pas installé la langue Thunderbird FR en plus, mais c'est pareil, hein, LibreOffice, les packs de langue ne sont pas installés le temps que Thunderbird s'installe. Vous voyez, le LibreOffice, il n'est pas en français là. Certes, c'est une version 6.1, c'est bien celle de Debian. Donc là, on a une version qui provient de Debian 10, hein, c'est un backport pour avoir quelque chose d'un peu plus récent. Là, l'idée est intéressante, mais après, le script d'installation ne s'est pas dit, tiens, on a choisi la langue française, donc on va installer les paquets français en plus. Mais bon, les soucis de traduction, on les a parfois dans certaines distributions qui manquent peut-être un peu de moyens et de connaissances. Mais c'est pas
à la limite, c'est pas le fait qu'il me manque la langue qui me chagrine le plus, c'est qu'on ait des logiciels voilà, qui se mettent pas à jour parce qu'ils sont en provenance de dépôts qui, malheureusement, ne sont pas activés ou sont obsolètes, quoi. Et donc là, si je relance mon Thunderbird, là, ok, regardez, on va avoir un beau Thunderbird avec la dernière version en date, voilà, 78.11.0. Et c'est probablement la dernière version de Thunderbird. Donc ici, 78.6, je vais regarder chez Arch Linux, qui sont souvent récents. Voilà, donc là, Arch Linux propose 78.12, là on est à 78.11, donc on est sur quelque chose de très récent, juste une petite version mineure. Mais voilà, on a un logiciel en provenance d'un dépôt qui malheureusement n'est plus supporté. Après, bien sûr, on a des trucs intéressants, vous voyez ça, on peut ouvrir le terminal ici, ouvrir le terminal en tant que root ici, définir des droits, voilà, on peut changer les droits. Donc ça, c'est des choses qu'on ne retrouvera pas sur une Ubuntu ou sur une Mint XFCE. Ça, c'est des petits ajouts qui peuvent être intéressants. Mais après, bon, voilà, regardez, si je tape MX, on a tous les outils MX qui ont été donc rétroportés. C'est probablement pour ça que le dépôt est là, parce que la personne a voulu intégrer ces outils, puis après il s'est dit oh, j'en veux plus, donc je désinstalle. Sauf qu'en partant d'une EMX, d'installant des outils et en désactivant le dépôt, eh bien il y a des logiciels qui sont en provenance de ces dépôts qui restent figés dans le temps. Et ça, c'est problématique. Donc comme d'habitude, hein, la multiplication des dépôts entraîne toujours des problèmes. On peut ajouter des dépôts additionnels pour des logiciels bien précis parce qu'ils n'existent pas dans la distribution de base ou c'est un logiciel qui n'est pas libre ou qui a des licences un peu particulières et donc ce logiciel est proposé dans un dépôt additionnel. Ça c'est possible comme AnyDesk par exemple, c'est un dépôt additionnel. Bon, on peut installer ce genre de dépôt, ça ne va pas avoir un impact sur le système puisque c'est uniquement un logiciel qui provient d'un dépôt ou 2 ou 3 logiciels. C'est pour ça qu'un PPA qui va être là pour fournir un logiciel particulier, il ne va pas être dramatique. Par contre, si le logiciel interagit avec des composants de base du système ou qu'on met un dépôt pour avoir un noyau plus récent ou qu'on commence à toucher aux briques de base qui font fonctionner le système, ça pose un petit peu problème. Donc voilà ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo de la, j'ai oublié son nom, OS, là, de la Psychos, voilà, Psychos. Donc il y a des choses qui sont quand même pas terribles. Si vous voulez regarder pour installer une distribution Linux sur votre système, prenez les distributions qui sont vraiment connues et restez sur un socle de base Debian, Ubuntu. Mais quand je dis socle de base Debian, Ubuntu, c'est on est sur Debian, on est sur Ubuntu, on est sur Fedora, on va être sur Arch Linux. Et parmi les distributions qui se basent sur ces distributions-là, déjà, mère, il ne faut pas aller trop loin et rester dans les choses assez connues et stables. Par exemple, Linux Mint est basé sur Ubuntu qui est basé sur Debian, mais on est sur un produit populaire où on sait qu'il n'y a pas de problème vraiment majeur, critique dans ces distributions, donc on peut y aller. Manjaro, qui est basé sur Arch Linux, on peut y aller aussi, c'est assez connu, il y a une grosse équipe derrière, il y a des gens qui sont impliqués. Voilà. Après, on a des bonnes distributions, mais documentez-vous et prenez quelque chose où il y a de la documentation derrière. Et si ce sont des dérivés de distribution mère, il faut vérifier qu'elles soient le plus compatibles avec celle-ci. Comme ça, si vous avez un pépin, vous pouvez utiliser la documentation de la distribution mère. Hein. Beaucoup de choses sur Linux Mint s'appliquent avec la documentation Ubuntu. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le sujet. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, c'est un peu du blabla, il n'y a pas trop de technique, pas trop de choses intéressantes. Enfin voilà, j'avais envie de changer pour cette première vidéo de vacances. J'aurai pas forcément le temps de faire plus de vidéos pour vous pendant la semaine, mais voilà. Celle-ci, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur un peu ce genre de vidéo édito qui n'apporte peut-être pas forcément des points techniques ou des points de connaissance, mais plus un avis et un partage d'opinion. En tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!